Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver, très bonne année à tous de la part de l'équipe d'Alsace 20, tous nos vœux. On parlera dans un petit instant avec nos invités. Jean-Luc Heimburger sera sur ce plateau, le président de la CCI Alsace Eurométropole. On reviendra sur un bilan et les perspectives pour la Chambre de commerce et d'industrie. Delphine Vespizer sera avec Dimitri, ce monsieur regardé est designer lumière. Dans le magazine Au cœur de l'Europe, focus sur le prix de l'essence en France et en Allemagne. Et en cette nouvelle année, j'imagine que vous avez tous fait des bonnes résolutions, eh bien Claudine Schwab, coach en rangement, sera notre invitée pour tout ranger chez vous. Elle se déplace, elle vient à domicile. Ça sera dans la seconde partie. Avant cela, le JT, il est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et je suis ravie moi aussi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2019. Et à la une de l'actualité ce soir, J-3 avant la rencontre entre l'Olympique Strasbourg, petit poussé de la Coupe de France, et le club de l'AS Saint-Etienne. Comment payer moins cher les réparations de son automobile en apprenant un peu plus sur la mécanique? C'est le self-garage et le système se développe. Et puis, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2019? Nous sommes allés vous poser la question. Mais pour commencer, quelques chiffres sur le réveillon de la Saint-Sylvestre côté sécurité. Le bilan vient de tomber. En tout, 52 personnes ont été interpellées dans le Bas-Rhin dans la nuit du 31 décembre pour des faits de violence urbaine ou contre les forces de l'ordre. Quant au mauvais usage de pétards, ils ont fait 57 blessés cette année, essentiellement aux mains. Un chiffre en baisse puisqu'ils étaient 79 l'an dernier. Et on prend tout de suite la direction du quartier de Cronenbourg. C'est la belle histoire sportive de ce début d'année. D'un côté, l'Olympique Strasbourg qui évolue en Régional 2. De l'autre, le club professionnel de Saint-Etienne en Ligue 1. 7 niveaux les séparent, mais ils vont s'affronter ce dimanche au stade de la Méno pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les joueurs de l'Olympique Strasbourg ont reçu leur maillot il y a quelques instants, vous le découvrez. Un rêve pour ce club qui compte 200 licenciés. Camille Roland et Cécile Motz les ont rencontrés. On est surpris, on est motivé et puis on espère qu'on va faire quelque chose, un petit résultat serait cool. Qu'on ait une bande de copains, on joue bien ensemble et c'est ce qui fait notre force. Et c'est grâce à ça qu'on est arrivé jusqu'ici. Les joueurs ont eu quelques jours de repos et là ils s'entraînent tous les 2 jours à fond. C'est un rêve de tout gamin de pouvoir jouer au moins une fois dans sa vie au stade de la Méno et de plus contre une équipe professionnelle comme Saint-Etienne. Donc c'est un rêve de gamin pour tout le monde. Comment recueillir les doléances des élus locaux à grande échelle? Comment mieux connaître leur quotidien? Le Sénat a lancé une plateforme consultative qui leur est dédiée. Nora Boarioua a rencontré Pia Ims, elle est maire de Holzheim, alors qu'elle s'apprêtait à utiliser ce nouvel outil. Indemnité, protection juridique, formation, protection sociale, reconversion. Via un site internet, Pia Ims, maire de Holzheim, répond à un questionnaire élaboré par le Sénat. Depuis 2014, elle allie sa fonction d'élu à son métier de maître de conférence. Si pour elle, maire n'est pas un métier à vie, il devrait cependant être plus valorisé au vu des responsabilités et du temps imparti. Il me paraît important de effectivement pouvoir conserver peut-être une activité professionnelle ou au moins à mi-temps par ailleurs. Il faut de la souplesse, je crois, des deux. Mais les maires ont vraiment besoin de reconnaissance parce qu'ils sont extrêmement sollicités au quotidien, mais également sur des dossiers stratégiques qui se jouent de plus en plus au niveau des intercommunalités, qui demandent également donc beaucoup de présence dans des réunions, en ce qui me concerne, à l'Eurométropole de Strasbourg. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat, présidée par l'Alsacien Jean-Marie Bockel, avait déjà proposé il y a un an un autre questionnaire auquel plus de 17 500 élus avaient répondu. Suite à cela, 43 propositions ont été présentées en octobre pour améliorer les conditions d'exercice des élus locaux. Sur la formation, c'est-à-dire la possibilité de valoriser les acquis de l'expérience, de manière à pouvoir utiliser ces compétences après le mandat.
soit en créant une entreprise, soit également pour préparer dans de bonnes conditions des concours administratifs ou avoir des équivalents à des concours pour entrer dans la fonction publique territoriale. Les élus ont jusqu'au 15 janvier pour répondre au questionnaire, dont les résultats seront rendus publics sur le site du Sénat. Le dialogue avec le gouvernement a déjà commencé pour faire des propositions concrètes d'amélioration des conditions de travail des élus locaux. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. La réalité virtuelle fait son entrée dans les cliniques et elle se met au service des patients. Un dispositif est actuellement en test dans une clinique à Strasbourg. Il vise à soulager douleur et anxiété. Et puis, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2019 ? Camille Roland et Cécile Motz sont allés vous poser la question. Tout ça, c'est dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg. Un jardin zen, une forêt, une montagne ou encore la plage. À chacun sa préférence pour s'évader sans bouger. Depuis leur clinique, certains patients peuvent tester la réalité virtuelle, une façon d'aider les patients en santé mentale et en soins palliatifs à lutter contre l'anxiété et la douleur. Le dispositif est en test depuis septembre à Strasbourg. On va utiliser un casque de réalité virtuelle qui permet d'avoir une immersion à 360 degrés, avec également une immersion sonore via un casque audio. Et le patient va être ainsi transporté selon ses préférences dans un environnement 3D que nous avons optimisé avec des principes psychologiques avancés pour le relaxer ou détourner son attention de la douleur. Accompagnées de musique et d'exercices de relaxation, les séances de réalité virtuelle offrent une alternative aux médicaments. Ce qui nous intéresse, c'est la relation avec le patient. Et c'est un support supplémentaire d'échange entre le patient et son praticien et le médecin qui l'accompagne. Plutôt que de la médication, on va tester d'autres dispositifs pour lutter contre la douleur et l'anxiété. Les patients, 2 à 3 séances par semaine d'une quinzaine de minutes chacune. Virginie a testé pour nous et pour le corps médical, c'est une réussite. Ces séances, elles sont faites sur une prescription médicale. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un traitement adjuvant des thérapeutiques habituelles qu'on va évidemment poursuivre, c'est-à-dire des médicaments, c'est-à-dire de la psychothérapie. Et l'idée, c'est de renforcer en fait notre arsenal avec un moyen nouveau. Cette réalité virtuelle thérapeutique pourra accompagner un soin pour détourner l'attention du malade de ce soin et en réduire l'effet négatif, la douleur. À partir de mars, ce dispositif sera déployé plus largement pendant 1 an et demi avec la collaboration de médecins, infirmiers et infirmières. Sevrage, soins palliatifs, douleurs chroniques, la réalité virtuelle fait son entrée dans le milieu médical. Dans les rues de Strasbourg, les fêtes de fin d'année sont encore dans tous les esprits. Entre enthousiasme et remise en question, ces premiers jours de 2019 sont synonymes de bonnes résolutions. Et dans la bouche des passants, une constante se dégage. Reprendre le sport peut-être, pourquoi pas, ça serait bien. Bosser un peu plus à l'école, pas plus, pas moins. Pour reprendre un peu le sport. Donc essayer d'être un peu meilleur et puis voyager plus aussi. Par contre, j'aimerais bien y venir parce que je ne me suis pas toujours tenu dans les anciennes bonnes résolutions. Reste à savoir s'ils sauront s'y tenir, d'autres auront des résolutions plus faciles à réaliser. Moins manger et puis un peu plus s'amuser et puis penser un petit peu à faire la fête. Un peu plus la fête, voilà. On a déjà prévu de faire un bon petit restaurant à midi. Donc on verra ce qu'il y aura dans les assiettes, mais on va minimiser un petit peu, voilà. Moi personnellement, non, j'en ai pas besoin. Plus pour les autres. Beaucoup d'amour, beaucoup de chance, ils font des grattages, évidemment. Et puis, qui se portent bien, surtout les amis, la famille. Pour 2019, je voudrais faire plus de sport, plus de cinéma, plus de films. Plus de voyages, parce qu'on vient de très loin, donc voilà. Voyager ou encore faire la fête, ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle année 2019 commence avec le sourire et de belles intentions.
puis si la rentrée pour les élèves, ce sera lundi, l'ambiance de fête, elle disparaît peu à peu des rues de Strasbourg. Tous les marchés de Noël ont fermé leurs portes. Les derniers chalets sont en train d'être démontés. Alors le grand sapin, lui, est toujours là, mais les adeptes de la glace ont quant à eux jusqu'au jeudi 20 janvier pour profiter de la patinoire installée place Kléber. Que vous souhaitiez apprendre la mécanique, que vous habitiez en appartement sans garage ou que vous souhaitiez payer moins cher, autant de raisons de se rendre dans un self-garage. Le principe est simple, c'est un garage où l'on répare soi-même sa voiture avec les conseils d'un mécanicien professionnel et la tendance se développe. Reportage à Bulle avec Marine Zis. Avec les ponts élévateurs et les bruits de métaux, on pourrait se croire dans un quelconque garage, mais ce n'est pas vraiment le cas. Thierry n'est pas mécanicien et pourtant, aujourd'hui, il change une rotule de direction de sa voiture. Quand on entend le mot direction, ça fait peur. On se dit c'est quand même un organe de sécurité. En fait, la pièce, c'est très simple, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. J'avais effectivement déjà fait ça avant, mais c'était beaucoup plus compliqué, quoi, parce que j'avais la voiture au sol et donc j'étais obligé d'être par terre, quoi. Le concept de l'atelier est simple. Ici, on met la main à la pâte. Le garage met à disposition de l'outillage professionnel et un mécanicien n'est jamais loin si besoin. Les clients se rendent dans ce garage pour faire quelques économies, mais surtout pour devenir autonomes. Du simple entretien du véhicule à la réparation très technique, tout est possible, à condition d'avoir l'envie et le temps. La voiture, c'est un gros Lego. Tout ce qui est démontable, on parle vraiment d'entretien de basique, tout ce qu'on enlève, on le remet. Exactement pareil, que ce soit disque et plaquette, c'est un gros Lego, un peu plus lourd, un peu plus froid parce que c'est du métal, mais ça reste à la portée de tout le monde. Après 2 mois et demi d'ouverture, près de 100 clients ont adhéré au concept. Des ateliers thématiques pourraient voir le jour à plus long terme, comme par exemple des formations dédiées aux femmes. Et on termine ce premier JT de l'année avec l'image du jour, elle est signée Oliviane. Avant, on recevait quelques dizaines d'enveloppes les premiers jours de janvier, mais aujourd'hui, ce sont des centaines de mails et de messages sur les réseaux sociaux qui nous souhaitent une bonne année. Si comme moi, vous n'en pouvez déjà plus le 2 au soir, voilà un petit florilège et on va considérer que ce best-of est également ma réponse collective. Alors, bonne année à tous. Très drôle, voilà. Il a envoyé les cartes de vœux pour l'Alsace entière. Merci beaucoup, Anna. Pour ce JT, on n'a qu'à nous inviter. Venez nous rejoindre, Claudine Schwab. Vous êtes coach en rangement. C'est les bonnes résolutions de l'année avec vous. Et Jean-Luc Heimburger, le président de la CCI Alsace Eurométropole. Installez-vous. On va vous donner toutes les informations sur les entreprises, sur les industries, les bons conseils pour exporter. Ce sera avec nos invités. Pour ranger chez soi. Et cela, c'est après la météo de Sada. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 et voici une nouvelle année qui démarre. Je suis ravie de la passer encore avec vous et en ce jeudi matin, eh bien, vous allez avoir beaucoup de nuages si vous êtes dans le Bas-Rhin, un peu plus d'éclaircies cette fois-ci si vous êtes dans le Haut-Rhin, des passages nuageux et du soleil si vous êtes dans le nord de la région du Bade-Wurtemberg ainsi qu'à Fribourg, des nuages si vous êtes à Baden-Baden ainsi qu'à Pratteln. Les températures matinales, moins 1 degré, ce sera du côté de Saverne ainsi que sur l'ensemble du Haut-Rhin, 0 degré de Brumath jusqu'à Wissembourg, 0 degré également à Mannheim, moins 1 ce sera à Kiel ou encore à Fribourg et moins 2 degrés à Bâle. On passe à l'après-midi, et bien quelques petits rayons de soleil sur l'ensemble de l'Alsace avec toujours des passages nuageux, beaucoup plus de nuages cette fois-ci dans le centre de la région du Bade-Wurtemberg. Partout ailleurs dans cette belle région, quelques éclaircies et il en sera de même dans le nord de la Suisse. Côté température, alors il fera 3 degrés, ce sera sur l'ensemble de l'Alsace ainsi qu'à Kiel, 4 degrés ce sera la maximale si vous êtes à Mannheim et 2 degrés de Fribourg jusqu'à Bâle. On passe à votre journée de vendredi, alors des éclaircies en Alsace, beaucoup plus de nuages si vous êtes cette fois-ci chez nos voisins allemands et les valeurs iront jusqu'à 5 degrés, notamment dans le Bas-Rhin. En ce jeudi 3 janvier, nous célébrons les Genevièves. Bonne fête à ma marraine. Le soleil se lèvera à 8h21 pour nous dire au revoir à 16h45. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances
vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et le premier invité de l'année de la rédaction, Jean-Luc Burger, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Lionel. Vous avez bien fêté? Bonne année. Bonne année. Oui, on a fêté petitement, oui. Après un long voyage de retour du Canada, on est un peu fatigué. Sur les terres alsaciennes. Sur les terres alsaciennes. Allez, le jet lag, vous le mangerez ce soir. Absolument. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI Alsace Eurométropole. On va faire, avant de parler des gilets jaunes qui ont un petit peu entaché le commerce de proximité qui en a pas mal souffert, un petit mot bilan, on va dire, 2018. Comment s'est passé cette année 2018 pour les CCI? Pour les CCI, il s'est passé, je dirais moyennement, puisqu'on est dans une grosse période de chamboulement. Je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais pour l'économie alsacienne, on est plutôt sur une bonne pente, puisqu'on a eu une bonne progression encore des créations d'entreprises. Plus de 7000 entreprises créées cette année en Alsace, industrie, commerce et services. Plus de 7000. Moins d'échecs aussi en matière d'entreprise, donc ce qui est bien aussi. Donc on augmente bien dans la création. Tout ça aussi parce que l'accompagnement permet, ces chiffres à l'appui, d'avoir un taux de réussite de 90% pour toutes les entreprises qui sont accompagnées par nos services. C'est positif. À 5 ans, donc c'est très positif. Et puis ensuite, également, on avait lancé une étude, puisque tous les gens se posaient quand même une question un peu que fait la CCI, quel est son impact sur le territoire. On a sollicité un cabinet qui s'appelle Goodwill, qui est un cabinet national qui a fait une étude et qui fait ressortir quand même qu'on a un effet de levier de 11,5 points par rapport, je dirais, à ce qu'on coûte globalement. Donc ça veut dire qu'on a quand même près de 900 millions d'euros de création de richesse par an du fait de nos actions. On parle bien en Alsace. On parle bien en Alsace. Voilà, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt très positif. Oui. Un mot qui l'est moins, c'est sur les conséquences économiques des Gilets jaunes. Je prends un exemple, voilà, des gens qui travaillent dans le centre-ville de Strasbourg, de Mulhouse, de Colmar, qui sont payés souvent à peine plus que le SMIC, mais qui ont des primes à Noël, n'ont pas eu de primes à Noël parce que le chiffre d'affaires n'a pas été là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu et est-ce que ces histoires des Gilets jaunes, au-delà du fait qu'il y a des revendications qui soient peut-être très légitimes, est-ce que ça a entaché aussi le commerce de proximité? Oui, alors le commerce, mais déjà globalement, c'est-à-dire sur l'industrie, on a quand même près de 15% des entreprises qui ont été touchées, dans les services près de 20%, et plus de 80% des entreprises dans le commerce. Et alors, pour le commerce, ce sont à peu près 30% d'entreprises dont la baisse de chiffre d'affaires se situe entre 10 et 30%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et on en a près de 40% au-dessus de 30%, donc entre 30 et 60%. Voilà, donc il y a des revendications légitimes, sauf que ça impacte aussi. Oui, ça impacte aussi. Donc, je veux dire, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que bien évidemment, on doit respecter quand les gens manifestent ou se manifestent ou manifestent simplement un mécontentement. Je pense que c'est normal, on est dans un pays démocratique et il faut l'entendre, ou des fois à ne pas entendre ou ne pas écouter, les gens à un moment haussent un peu le ton ou changent de façon de faire. Mais il faut quand même essayer de ne pas non plus empêcher les autres de travailler, parce qu'en fait c'est quand même là la double, la triple peine pour tout le monde. Voilà, c'est le point qu'on voulait faire. On parle d'avenir, si vous le voulez bien, avec un État, l'État français, qui va ponctionner 400 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie sur les 4 ans, ce qui fait 100 millions par an, somme très conséquente que vous vous dispatchez sur le territoire français. Oui, alors c'est une somme assez importante. Pour la CCI Alsace Eurométropole, ce sera une somme d'à peu près 10 millions d'euros, donc ça correspond à peu près à 30% par an, oui. Non, par an, pardon, sur les 4 ans. D'accord. 2 millions par an, ce qui correspond à peu près à 30% de notre budget. Ah ouais. Alors bien évidemment, ça nous oblige à réagir. Alors d'abord, on a réagi depuis un an, on a essayé de se battre contre notre tutelle, on va dire, pour leur expliquer que, on a quand même aussi, je le rappelle, près de 60% de baisse de budget. Je parle de l'impôt, c'est-à-dire payé par les entreprises depuis 5 ans. Donc au-delà de 60%, ça devient difficile. Et puis là, on nous en rajoute des couches. Donc on va arriver pratiquement à 90% de baisse sur les 7-8 années, ce qui fait énorme. Alors ça nous oblige à revoir les choses, soit tout arrêter, dire écoutez, maintenant débrouillez-vous, allez vous trouver d'autres personnes qui bénévolement vont s'investir pour accompagner les entreprises dans leur réussite. Ou alors on y croit, comme c'est mon cas et le cas des entreprises, mais on continue à travailler, on continue à amener justement ce qu'on vient de dire en termes d'effet levier. Et en fait, on change de modèle. Et le modèle, là, c'est vraiment passer à 180 degrés. On passe, je dirais, d'une partie donc d'aide publique pour notre accompagnement à une facturation des services aux entreprises. Ça, c'est nouveau, ça. Alors, c'est tout nouveau. Et là, donc moi, j'ai vraiment préparé avec nos équipes en interne et un certain nombre d'élus ce programme de réorganisation, d'offres de services aussi, qui évoluent, qui s'enrichit pour certaines choses. On a aussi requalifié complètement notre offre.
Et puis on va sortir cette offre-là d'ici entre mi-janvier et fin janvier. Donc c'est quoi? C'est du conseil. Par exemple, une entreprise, vous êtes très fort sur l'export, une entreprise qui décide d'exporter, avoir des salons à l'étranger, elle vient vous voir et ça aura un coût pour elle. Alors ça sera un coût qui sera un peu différent parce qu'elle paye déjà pour cela. Je pense que là on sera beaucoup plus sur une partie coût de revient plus marge, puisqu'il faudra bien évidemment qu'on paye des salariés qui pour l'instant étaient payés, je dirais, par le budget public ou par l'impôt des entreprises. Donc le coût sera plus élevé, ce qui n'empêchera pas. Je rappelle que la CCI, c'est le plus gros réseau international de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs, puisque nous avons des CCI à peu près partout dans le monde, et que grâce à cela, nous nous appuyons sur les CCI des pays que nous allons visiter ou sur lesquels nous allons emmener des entreprises pour organiser des rendez-vous selon leur projet de développement, selon leurs produits, selon leur choix de marché. Et c'est des choses qui marchent quand même assez bien. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que les entreprises, et là je redis un petit peu les choses parce qu'on a eu notre soirée export, notre trophée export au mois de décembre à Mutique, c'est avoir le goût d'entreprendre à l'export, c'est avoir le goût d'y aller et ne pas peur d'y aller. On est là pour ça aussi, pour bien préparer les choses, parce que je trouve quand même que les entreprises alsaciennes ont de fortes capacités à exporter, beaucoup plus, mais qu'elles ne le font pas assez. Et donc là, c'est un peu un appel que je fais aussi, pas pour faire du business, mais pour leur permettre de faire du business et de dire, venez, là j'ai été à une mission au Japon au mois de novembre, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-bas, et que ce marché qui semble un petit peu, qui pose peut-être un peu des craintes pour certains entrepreneurs, est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Autre actualité, ce sera le 12 janvier. Regardez ces images, c'est la nuit de l'orientation qui draine énormément de monde chaque année. Ça vous sert à communiquer aussi sur le rôle de la CCI auprès des jeunes, parce que là on voit, c'est un public très hétéroclite, mais il y a pas mal de jeunes quand même. Nos principaux rôles, c'est déjà la formation des jeunes, puisque nous formons près de 10 000 personnes par an sur l'Alsace. C'est le deuxième organisme de formation après l'éducation nationale. Mais là, la nuit de l'orientation, comme on en a dit, c'est vraiment de permettre à des jeunes, mais aussi des adultes en reconversion, d'aller vers des secteurs, d'aller vers des métiers, d'aller vers des entreprises qui recrutent et de préparer cela. Et je crois que c'est important parce qu'on a encore aujourd'hui comment dirais-je, un gros écart, je trouve, entre la formation des jeunes ou des moins jeunes et les besoins des entreprises. Et le rôle de cette soirée-là, parce que c'est pour ça qu'elle s'appelle la nuit, c'est que c'est l'après-midi plus la soirée, c'est de permettre justement à des personnes d'aller plus rapidement et de trouver plus rapidement leur nouvelle voie de vie ou leur future voie de vie professionnelle grâce à cela. Et on accueille chaque année 6 à 7 000 personnes, ce qui fait quand même un élément phare de l'année. Durant toute une nuit. Durant toute une nuit, quasiment, oui. Quand vous voyez des jeunes entrepreneurs comme Madame Schwab qui est sur ce plateau, qui a créé son emploi, on va y venir dans un petit instant, coach en rangement. C'est peut-être des pistes qu'on peut aussi avoir quand on va à cette orientation, c'est créer votre business, n'ayez pas peur, 7000 nouvelles créations d'entreprises l'an passé. Alors pour créer le business, on a notre grand salon, les Odyssées de la création, enfin la soirée des Odyssées de la création, mais le grand salon crée sa boîte en Alsace, donc qui se déroule, cette fois c'était au mois d'octobre je crois, mais là madame vous aurez tout à fait la chance, vous avez votre place, et si vous voulez peut-être recruter ou trouver des futurs salariés, venez à la nuit de l'orientation, vous trouverez peut-être des personnes intéressées à poursuivre aussi ou à développer le business IPO. C'est tout à fait une idée, Voilà, ça se passera le 12 janvier au pôle de la formation de la CCI, la nuit de l'orientation. Vous restez avec nous. Claudine Schwab, on marque une petite pause, mais on vous retrouve dans un instant. C'est les bonnes résolutions, il faut ranger chez soi. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est ça, ranger chez vous ? Il faut peut-être pas le dire comme ça, parce que il faut ranger, il faut avoir le plaisir de ranger. Donc je vais leur donner quelques petites astuces pour que ça soit un plaisir. C'est une home organizer, c'est ce que vous faites dans la vie. C'est juste après ça. J'ai découvert un nouveau métier, home organizer ou coach en rangement. Claudine Schwab, comment allez-vous ? Très bien, merci. Depuis combien de temps faites-vous cette activité ? 3-4 ans. 3-4 ans déjà ? Oui. Ça veut dire pas mal de clients ? Oui, pas mal de clients. Oui. Alors, expliquez-moi comment est-ce qu'on peut se sentir mieux chez soi quand c'est un peu le bordel. D'abord, est-ce que vous êtes bordélique à la maison, Jean-Luc ? Écoutez, un tout petit peu, ouais. Si on ouvre vos placards, non, ça tombe pas, mais c'est pas toujours très très bien. Voilà, moi mes placards, je reconnais que ça tombe pas, quoi, mais... C'est tenu par les portes. Voilà, c'est très sympa comme expression. Comment on fait pour ranger chez les gens, parce que finalement c'est votre activité. D'abord, il faut que vous sachiez que je ne le fais pas seul. Les gens sont là et je range avec eux, parce que le tri, je ne peux pas décider pour eux. On sort tout justement de ces fameux placards dont vous parlez. Et ensuite, une fois qu'on a fait un tri, on remet tout en place de façon ordonnée. Et forcément, quand on a fait un bon tri, il en reste tellement moins
que ça devient vraiment très facile. Donc en fait, là on voit ce que vous avez fait par exemple ici, juste dans des toilettes ou dans une cuisine. C'est-à-dire que vous ne vous attaquez pas qu'aux placards. Si, là c'est les placards de la cuisine, j'imagine. Oui, là c'est la cuisine dans son intégralité, ça veut dire extérieur-intérieur, pardon. D'accord. Et pareil pour toutes les pièces et toutes les zones de la maison. Donc ça, c'était effectivement la cuisine avant. Ça a mérité un sacré rangement. Quand vous arrivez chez les gens, comment vous abordez la chose ? En fait, j'aborde pas la question du rangement immédiatement, mais je parle aux gens un petit peu de leur façon de vivre. Quelles sont leurs priorités, le temps qu'ils ont, comment ils organisent leur vie, s'ils vivent en famille, en couple, s'ils reçoivent souvent chez eux. Et en fonction de toute leur vie quotidienne, je leur propose une organisation de rangement. Il est clair que des gens qui vont, par exemple, organiser et faire des repas chez eux avec des convives une fois par semaine auront besoin de beaucoup plus de vaisselle, pour prendre l'exemple de la cuisine, que des gens, finalement, qui reçoivent très peu chez eux et qui préfèrent plutôt inviter au restaurant. Donc ça veut dire que vous mettez quoi ? Toute la vaisselle à proximité, que les choses soient rationnelles ? J'ouvre, bien entendu, je fais un bilan, j'ouvre tous les placards, je vois tout ce qui est à l'intérieur, je leur demande, bien entendu, on a parlé précédemment de la façon dont ils vivent, et pour ce qui concerne justement la cuisine que vous avez montré, la personne vit seule, mais reçoit mensuellement des invités, elle fait de très grands repas, donc elle a besoin au quotidien de très peu de vaisselle pour elle-même, mais en même temps, elle a quand même besoin de garder beaucoup de vaisselle quand elle reçoit des gens. Donc cette vaisselle qui va servir mensuellement, on n'a pas besoin d'être accessible en premier plan, mais il faudra qu'elle soit là. On est illogique dans nos rangements ? Oui, souvent, C'est ça, hein ? Ouais. On met les chaussettes d'un côté, les chemises de l'autre. On ne réfléchit pas parce que souvent les gens ont peu de temps. Mais une fois que c'est rangé, l'intérêt d'un rangement efficace, c'est que comme les gens ont tendance à ne pas réfléchir, c'est qu'ils n'ont plus besoin de réfléchir. Alors on jette quoi ? La question c'est ça. On a tous du mal quand même à jeter ici. Alors on jette pas forcément. On peut donner à des associations ou à des amis, etc. On jette ce qui est vraiment usé. Parce qu'en préparant ça, avec Jean-Luc tout à l'heure, je vous dis comment vous procédez, et pour vous moquer un petit peu de moi, vous m'avez dit je vous demande votre tour de pantalon, votre tour des chaussures, etc. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que celui qui a un peu grossi, qui ne rentrera plus jamais dans la même chemise, ça ne sert à rien de la ranger, en gros, il faut être clair. La personne qui a vraiment grossi, qui ne rentrera plus dans sa chemise, bon, après, on ne peut pas non plus... Elle peut faire un régime, voilà, j'allais vous le dire, la personne, il faut quand même rester optimiste, il faut l'être d'ailleurs. Mais bon, si la personne va mettre plusieurs années à mincir, à perdre 30 kilos, c'est pas la peine de garder. En 3 ans, 4 ans, elle va changer de goût. On va peut-être garder 1 ou 2 tenues, etc. Mais c'est pas la peine non plus de garder des garde-robes qui ont servi il y a 15 ans parce que vous pensez effectivement au repère de vos 30 kilos, etc. Non, c'est pas la peine du tout. Et vous arrivez à convaincre le client ? Oui, dans l'ensemble, c'est quand même mon métier, de l'accompagner et puis de lui faire parler de ce qui est vraiment essentiel pour lui. Il faut être pragmatique, il faut être logique, et puis on ne peut pas pousser les murs, il faut aussi le savoir, quoi. Donc on vit quand même dans une société de consommation, on est tout le temps dans l'achat, des fois même compulsif, et on est très sollicité par des effets de mode, donc on renouvelle nos garde-robes très souvent, donc c'est pas la peine. Il faut régulièrement trier. Et moi, je donne aux gens les cordes, les moyens d'y arriver, et puis une fois que c'est fait, ils sont complètement autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Des fois, ils peuvent m'appeler 1 fois par an pour me dire « Claudine, est-ce que tu peux faire un petit passage pour vérifier si ces choses sont toujours en ordre ?» Ou alors s'ils ont un événement ou un changement de vie. Une famille qui s'est agrandie, une activité professionnelle qui les sollicite davantage. Les enfants qui partent faire les études. Voilà, donc moi je suis là vraiment pour aménager les intérieurs en fonction de la vie du moment, mais aussi en fonction des changements de vie, des gens qui à partir d'un certain âge vont aller en maison de retraite, vont devoir quitter leurs 4 pièces pour se retrouver finalement dans une seule pièce. Il va falloir réduire, n'emmener que ce qui est nécessaire, etc. Et on peut préparer ces événements-là, même s'ils ne sont pas les plus heureux. Jean-Luc ? Oui, Claudine, est-ce que vous avez déjà pensé à avoir le même type de prestation ou d'accompagnement pour les chefs d'entreprise ou dans l'entreprise ? Oui, j'y ai pensé et je m'orienterai vers ça dès que je serai sollicitée. Vous allez peut-être un cobaye. Faut pas que je vous montre mon bureau, je le sens. Mais oui, mais bien entendu, mais le problème est toujours le même. Une fois que les choses sont en place, on s'y retrouve, on gagne du temps, on gagne en sérénité. On évite le stress et donc forcément on est plus rentable au niveau d'une société. Alors c'est un business aussi ce que vous faites, ça coûte combien ?
Alors, ça coûte... chaque home organizer aura ses tarifs. Pour ce qui concerne les miens, la séance, quand on fait à peu près chez moi jusqu'à 3 séances, c'est 35 € la séance. Et au-delà les tarifs peuvent être dégressifs. Donc, c'est aussi à voir... j'ai des tarifs, mais c'est aussi à voir aussi un petit peu par rapport... à la quantité de travail que je vais avoir à faire sur place. Je mets en place des forfaits. C'est peut-être pas forcément intéressant de rentrer dans les détails, mais des forfaits demi-journée, des forfaits journée. On peut très bien décider qu'il y aura un forfait mensuel. Tout dépend, quand on voit, si on peut revoir juste cette cuisine ou ces toilettes, quand on voit une cuisine comme ça, ce placard, vous mettez combien de temps à ranger cela ? Par exemple, la cuisine, on a mis, bien entendu, comme je ne suis pas seule, on a mis 5 heures. Ah ouais. 5 heures, mais parce qu'il a fallu tout vider et on trie sur du propre, on range sur du propre. Donc je nettoie aussi et je participe à ça. Donc il y a une prestation ménage, 5 heures. Mais 5 heures, c'est pas énorme quand vous vous imaginez qu'il faut tout vider, réfléchir. Et tout nettoyer. Tout nettoyer, et tout ranger et que ça va être en place et que ça va plus bouger. Donc l'entretien sera beaucoup plus facile. Eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à ranger. Prenez des bonnes résolutions. Voici le contact de Claudine Schwab qui va s'afficher avec un numéro de portable. On va laisser quelques secondes, le temps que je remercie mes invités. Merci Jean-Luc. Belle route à toutes vos équipes, CCIE Alsace-Eurométropole. Il y a du boulot, il y a des services payants, on l'a bien compris, mais c'est maintenant du sur-mesure aussi. Absolument. On peut le dire comme ça. Claudine, merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et j'espère donner satisfaction à tous les Alsaciens qui seraient intéressés pour ranger leur maison. Voilà, et c'est pas le grand rangement de printemps là, c'est celui de janvier qu'on vous a proposé. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité. Encore tous nos vœux. On va partir maintenant avec Delphine Vespizer, votre Alsace, à la rencontre de nouveaux métiers, un designer lumière. Et je vous retrouve juste après pour Au cœur de l'Europe. Salut Pinhunter et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dimitri. Tu es designer lumière. Ouais. C'est ta passion. Tu en as aussi fait ton métier aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crée des lampes d'ambiance en calebasse et en noix de coco. Ah ouais ? Pour créer des ambiances chez les gens. Ça projette des ombres, des formes sur les murs. Alors, créer des lampes, c'est une chose, mais la matière est vraiment tout à fait spécifique. C'est des calebasses. Ok. C'est un cucurbitacé d'origine africaine. Comment est-ce que ça t'est venu ? En fait, je connaissais la calebasse pour les instruments de musique, parce que je fais de la musique aussi, donc je les utilise pour faire des koras, des harpes africaines et toutes sortes d'autres instruments. Et puis j'ai découvert la lumière dans le spectacle parce que j'étais régisseur lumière. Paf, un jour, l'idée est venue et j'ai essayé. Est-ce qu'on peut faire de la soupe avec ça ? Alors, ça se mange, mais c'est pas bon. Ah ouais. Donc, toi, tu préfères les faire sécher. C'est ça. Combien de temps ? Ça dépend de la taille, entre 1 an et demi. 1 an et demi au four, gratiné. Non, en fait, ça sèche naturellement. Ouais, naturellement, dans un endroit sec à aérer. Puis suivant la grosseur et l'hygrométrie de la pièce, ça sèche plus ou moins vite. Donc, c'est pas un légume qui pourrit, par exemple ? Non, il sèche. Il sèche. Et il durcit. La signification de la lampe, c'est aussi assez poétique parce que c'est quelque chose qui illumine, qui est là pour éclairer. C'est pour faire rêver. Ouais. Et pour faire rêver. D'ailleurs, c'est un peu le titre de... en fait, ton nom d'artiste, si on peut dire. Ouais. C'est... Silmé Création. Silmé Création. Qu'est-ce que ça veut dire, Silmé ? Silmé, c'est de l'elfique, ça veut dire poussière d'étoile. Poussière... Donc, en fait, tu parles aussi elfique, couramment. Non, pas du tout. Et pourquoi elfique ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? Elfique, c'est dans les mondes fantastiques, le Seigneur des Anneaux, tout ça. J'adore tout cet univers. Et en fait, j'ai tapé nom elfique pour voir un peu ce qui ressemblait, ce qu'il y avait. Et j'ai vu poussière d'étoile, Silmé, j'ai fait hop. C'est incroyable. Ça colle parfaitement. Dimitri, est-ce que tu aimerais qu'on aille fabriquer une lampe ensemble ? Allez. Allez, c'est parti. Je crois que c'est par là. Venez. À présent, nous sommes dans l'atelier et on va commencer par vous montrer. Donc ça, c'est le légume à la base. C'est ça, c'est la calebasse brute. Des lampes en légumes. Et une fois que c'est sec, on entend ça. Ah, ça manque encore un peu, hein ? Ouais.
Combien de temps encore là Je sais pas, je dirais 6 mois presque. 6 mois à l'oreille, ouais, parce qu'on sent qu'il y a encore un peu des trucs qui sont collés. Bon, si jamais c'est sec, c'est le cas de celle-ci. C'est ça. Et là, on peut commence à faire les foufous. Donc là, tu as déjà fait des zones. Ça va être ce que tu vas creuser. En fait, là, j'ai dessiné d'abord au crayon. Après, j'ai sculpté, j'ai gravé. Parce que je vais peindre ici ces zones-là en noir avant de la sculpter. Puis après, on verra bien ce que l'inspiration nous donne. Bon, génial. Comment est-ce qu'on sculpte tout ça? Alors, on utilise ça. C'est un moteur suspendu. Il y a un petit arbre flexible. Mais c'est comme chez le dentiste, en fait. C'est ça en plus? Ça fait le même bruit. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Bah ouais, pourquoi pas. On peut peut-être faire celle-ci. Allez. Ça va faire en fait... Il prend moins de risques en fait. Si jamais c'est la petite. Si tu veux faire ça, tu fais, y a pas de souci. Non, on essaye celle-ci. Vas-y. Eh bien Delphine, pour que tu saches tout sur les calebasses, regarde, tout part de là. Tout part des graines en fait. C'est ça des graines? Ouais, c'est les graines de calebasse. Puis après ça pousse. D'accord. Et puis ça donne des fruits. Ça c'est une calebasse, ça a poussé. Ça c'est, voilà, donc ça c'est le fruit. Et ça, c'est le fruit du fruit. Et dedans il y a les graines du fruit. C'est ça. C'est un cycle sans fin puisque c'est le cycle de la nature. Génial. Et donc une fois que ça c'est sec, tac, tu peux le sortir. Je l'enlève, je nettoie tout et ça donne une lampe. Waouh. Dimitri, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi. C'était très très intéressant. Et nous, on se dit Morosguet et à bientôt. Écoute, c'est quand tu veux. Designer graphique. Hein. Lumière. Designer lumière. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, je vous présente Dimini. Dimini croquette. Tu es ingénieur lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Designer lumière, ça veut dire que je fais des lampes. Mais c'est un petit côté ingénieur dans le truc, non? Dans le prochain épisode, Jérôme nous ouvrira les portes du Pixel Museum, le musée du jeu vidéo à Strasbourg. Place à présent au magazine Au cœur de l'Europe avec nos partenaires de Baden TV. On va y parler notamment du prix de l'essence en France et en Allemagne. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Moi je vous dis à demain 19h. Salut. Bonjour à tous und herzlich willkommen pour votre nouvelle édition de Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Alors vous, Français, vous avez certainement déjà été dans ce cas, vous êtes allé faire quelques courses en Allemagne et pourquoi pas passer par la case pompe à essence avant de rentrer chez vous. Alors nous restons dans l'actualité du moment et nous vous proposons aujourd'hui une thématique carburant. Genau, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu der zweiten Ausgabe unseres deutsch-französischen Magazins. Wir sind Europa, nous sommes l'Europe und wie schwer zu erkennen hier, wir sind an der Tankstelle. Natürlich geht es in dieser zweiten Ausgabe um das Thema der Spritpreise. Oui, tout à fait Isabelle. Alors même si les prix ont un petit peu baissé actuellement, die Spritpreisen sind in Frankreich ein bisschen gesunken. Nous avons tout de même connu beaucoup de hausses, notamment avec la manifestation des Gilets jaunes qui ont montré leur mécontentement. Du hast vielleicht auch von den gelben Westen gehört, oder? Solche Demonstrationen gibt es bei uns nicht, aber welche Auswirkungen auch der Pegelstand auf die Spritpreise in den letzten Monaten und Wochen auch hatte, das klären wir mit Frank Meyer. Er ist der Geschäftsführer von ZG Raiffeisen Energie. Er verrät uns, warum das Ganze so ist. Du côté allemand, nous allons voir avec Frank Meyer que le niveau du Rhin était un problème sur les livraisons et le prix du carburant. Nous sommes maintenant au port du Rhin à Karlsruhe. Le niveau du Rhin a quelque peu augmenté ces dernières semaines avec les quelques averses que nous avons connues ces derniers jours, c'est ça? Genau, so sieht's aus. Wir sind jetzt am Rheinhafen hier in Karlsruhe und der Pegel, der ist jetzt in den letzten Tagen ein bisschen gestiegen. Es sieht auch so aus, als würde er noch weiter steigen. Wird ihr denn dieser Regen das Problem des Niedrigwassers denn überhaupt gleich beheben können? Wir sehen jetzt schon an der Preisentwicklung der letzten Tage, dass die gesunkenen Frachten sich schon auf die Preise auswirken und schon eine leichte Entspannung für den Verbraucher da ist. Ja. Wie wirkt sich das genau aus? Um wie viel Cent sprechen wir da ungefähr? Wir sprechen jetzt schon von 6-7 Cent Entspannung durch die gesunkenen Frachtkosten.
L'année n'a pas été facile pour le transport fluvial. Quand était le pire Moment? Das Jahr 2018 war ja wirklich kein leichtes für die Schifffahrt, für den Transport, auch für das Heizöl, für den Sprit. Wann war denn aber wirklich der schlimmste Punkt, der erreicht werden konnte überhaupt? Der schlimmste Punkt war eigentlich, als die Raffinerie in Vorburg gebrannt hat und sich dann herauskristallisierte, dass im Grunde der ganze Markt aus Bayern, aus Österreich sich in Karlsruhe versorgen muss, in der Miro. Und dann sich geballt hier in Karlsruhe alles gestaut hat und hier ein Hotspot wurde für Abholungen. Und das hat den Preis natürlich nach oben getrieben und zusätzlich ging der Preis international zu der Zeit noch etwas nach oben und daher die große Preisauswirkung. Alors vous parliez tout à l'heure de la Raffinerie, also die Raffinerie hat gebrannt. Das Niedrigwasser vom Rhein ist auch das Problem. On a eu un problème réel avec le niveau du Rhin, c'est ça? Ja, das kam natürlich erschwerend dazu. Das kam im Grunde zeitgleich. Wir haben das ganze Jahr schon relativ Niedrigwasser gehabt und zu der Zeit hat sich das noch verstärkt. Wir haben zum Beispiel in Mannheim anstatt 2,5 Millionen Liter haben wir nur noch 400.000 Liter bekommen und so war es in Karlsruhe, so war es überall im Süden. Die Tankläger Richtung Süden Freiburg runter, die sind alle leer gelaufen und es gab Wochen und Monate fast nichts auf dem Markt zu kaufen. Also in Frankreich für das erste Mal war der Diesel teurer als der Super. En France, on a rencontré des difficultés suite à l'augmentation du prix du diesel qui était pour la première fois plus cher que le sans-plomb. Et il a également rencontré 3 fois un record. Wie ist es jetzt in Deutschland? Haben Sie auch Rekordpreise gehabt? Vous avez également, vous, en Allemagne, connu des prix très très hauts? Ja, auf jeden Fall, Fanny. Also im November, da haben wir wirklich schlucken müssen an den Tankstellen, was die Preise angingen. Wir hatten auch einen Rekord, an dem auch wirklich Diesel teurer war, kurze Zeit als Super. Wir haben uns dann natürlich gefragt, wie funktioniert das Ganze, wie gehen die Menschen damit um, wie sieht es an den Tankstellen aus. Sie waren beim ADAC, haben nachgefragt, auch die Menschen an den Tankstellen. Nous avons demandé l'avis des automobilistes et maintenant regardez notre reportage. Der Stopp an der Tankstelle ist für Autofahrer eine Notwendigkeit, eine teure zurzeit. 1,52 € kostet der Liter Diesel hier in Karlsruhe-Rüppur gegen 12,5 €, 1 Liter Super 1,60 €. Auf dem Trockenen sitzen will trotzdem keiner. Ich finde die aktuellen Benzinpreise viel zu hoch, weil einmal tanken 80 €, ich fahre sehr viel, sind enorme Kosten, sage ich mal, vor allem für Privatleute. Ärgern tut mich natürlich, dass sich die Preise so schnell im Laufe eines Tages oder einer Woche und teilweise auch abhängig von Ferien, Wochenenden ändern. Ja. Frust, für den die Tankstellenpächter aber nichts können. Trotzdem bekommen sie den Unmut oft ab. Wir haben gar keinen Spielraum, der ist ja vorgegeben. Das kriegen wir auch. Das wird mit dem Kassezettel, da kommt dann ein Bon raus und dann heißt es wieder Preisänderungen und dann geht es hoch oder nieder. Und da haben wir gar keinen Spielraum, überhaupt nicht. Für die Preise zuständig die Mineralölwirtschaft. Die nennt als Grund für die Rekordpreise die angespannte Situation auf dem Energiemarkt. Das Unternehmen ZG Raiffeisen Energie erklärt auf Anfrage von Baden TV, manche Mineralölproduzenten hätten höhere Gewalt bzw. Unmöglichkeit erklärt wegen der Situation der Schifffahrt. Der ADAC kritisiert diese Begründungen. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Begründung ein bisschen überstrapaziert wird. Natürlich ist der Landweg jetzt viel teurer, als wenn man mit einem gefüllten Frachtschiff unterwegs ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, hier ist auch so ein bisschen Spiel mit Angebot und Nachfrage. Da kommt jetzt auch die Heizölsaison noch rein. Damit der Stopp an der Tankstelle bezahlbar bleibt, rät der Automobilclub den Autofahrern, sich ihre Tankstelle bewusst auszusuchen. Dann aber auch nach der Uhrzeit gucken. Wenn ich zum Beispiel abends zwischen 19 und 22 Uhr tanke, da sind die Preise normalerweise am niedrigsten. Wenn ich halt so direkt in diesen Pendlerphasen, morgens vor der Arbeit oder direkt nach der Arbeit tanke, dann zahle ich den höchsten Preis. Auf dem Höchststand von 2012 sind die Benzinpreise aktuell noch nicht. Vor 6 Jahren kostete der Liter um die 1,75 €. Wie sich der Benzinpreis weiterentwickelt, dürfte auch davon abhängen, ob und wie viel es in den kommenden Wochen regnet. Klar ist, für Autofahrer bleibt der Stopp an der Tankstelle vorerst eine teure Notwendigkeit. Nicht nur in Deutschland ist der Sprit teuer an der Tankstelle, auch in Frankreich ist es momentan noch so, auch wenn die Preise nun ein bisschen zurückgegangen sind. En France également, les prix de l'essence sont très élevés. Pourquoi?
Tout à fait. Alors il faut savoir que 88% de la population française utilise quotidiennement son automobile. C'est devenu quelque chose d'incontournable. Un quart du budget moyen d'un automobiliste est utilisé rien que pour le carburant. Also das Problem, Isabel, in Frankreich sind die Steuer. Wenn wir ungefähr für 60 Euro tanken, dann bezahlen wir ungefähr 35 Euro Taxensteuer. Où sont les prix les moins chers en France ou en Allemagne, wo wir jetzt Benzin am teuersten oder nicht bezahlen? In Frankreich oder in Deutschland, das sehen Sie jetzt. Reportage. 7 actifs sur 10 prennent chaque jour leur véhicule pour aller travailler. Dans ce contexte, l'automobiliste se rend presque chaque semaine à la station-service, mais depuis plusieurs mois, il regarde à 2 fois avant de faire le plein. Si en octobre, les prix du carburant en France étaient très élevés, on se rendait plutôt en Allemagne pour remplir son réservoir. À l'heure actuelle, les prix du carburant ont reculé, mais à la pompe, ça grogne toujours chez les automobilistes français. L'économie qu'on faisait, on la consommait sur le fait d'aller en Allemagne, chercher une pompe pas chère et revenir. Maintenant, je vois que l'essence a baissé quand même relativement bien. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant. On va pas se le cacher, ici il y a beaucoup trop de taxes. Étant donné que je fais à peu près 35 km pour me rendre au travail, j'en suis à peu près à entre 250 et 300 euros juste par mois de carburant. Le jour de notre tournage, les prix affichés étaient plus bas en France qu'en Allemagne, mais qu'en sera-t-il demain ? Certains automobilistes vont jusqu'à vérifier les tarifs de part et d'autre du Rhin, sur Internet ou via des applications, avant de faire le plein. La valse des prix oblige même nos voisins frontaliers à venir s'approvisionner chez nous. Ils nous ont un peu délaissés au début de l'année. Là, c'est le plein. Tout simplement, c'est le plein. Il faut compter les 20 centimes quasiment de différence pour un plein. Vous voyez à peu près ce que ça peut faire. Si on arrive déjà à économiser un billet, on va tout de suite se dire on va plutôt aller en France. Pour mieux comprendre la fluctuation des prix du carburant en France, il faut comprendre comment il est taxé. Nous nous sommes rendus à l'Automobile Club Association pour faire le point avec une juriste. La spécificité des carburants sur la fiscalité française, c'est qu'on a la TVA. Et en plus, on a ce qu'on appelle la TICPE, donc c'est une taxe sur les produits énergétiques qui a en plus sa propre TVA. Donc en termes de fiscalité, l'automobiliste est un contribuable très généreux. En 2017, l'ensemble des taxes qui ont été payées par les usagers de la route, c'était 67 milliards d'euros, dont 36 uniquement sur les carburants. Même si le gouvernement a pris la décision d'annuler la hausse des taxes sur le carburant pour l'année 2019, pour la juriste, il est temps de développer une mobilité plurielle. On perçoit quand même que les automobilistes sont tout à fait prêts à repenser leur mobilité pour qu'elle soit plus propre, plus responsable. Mais pour ça, plutôt que de le matraquer, il s'agit de l'accompagner. Il faut aussi adapter l'offre du transport en commun et ne pas, on va dire, punir l'usage de la voiture et tenir compte d'une réalité. C'est que la voiture, aujourd'hui, assure l'essentiel des besoins de mobilité, de l'essentiel des ménages. Alors que le mouvement contestataire se poursuit en France, en Allemagne, les tarifs du carburant ne baissent pas. À quand une version allemande des Gilets jaunes ? Monsieur Meyer, ça fait 30 ans que vous travaillez dans la branche des huiles minérales. Sie arbeiten schon seit über 30 Jahren in den Mineralölbranche. Wie haben Sie die Entwicklung von den Spritpreisen beobachtet von beiden Seiten des Rheines? Comment est-ce que vous avez observé l'évolution des prix de chaque côté du Rhin? Wir haben entlang der französischen Grenze mehrere Tankstellen und haben natürlich dieses Jahr gemerkt, dass eine hohe Frequenz aufkommt und die Tankstellen vermehrt angefahren werden durch französische Kunden. Jetzt steigt der Rheinpegel allmählich wieder. Aber wie lange dauert es denn, dass sich das Ganze erholt? Das heißt, wie sehen denn so die nächsten Monate aus? Quels seront les effets de la sécheresse sur les mois à venir? Wir bekommen fast wieder komplette Schiffe geliefert. Wenn es südlicher wird Richtung Karlsruhe, wird es auch wieder deutlich entspannter. Mit zunehmendem Wasser, mit jedem Kubik kann man sagen, mehr wird die Lage besser. Wie lange das anhält, weiß man nicht. Ja. Aber es kann schon noch ein paar Monate dauern. Es kann Monate dauern und wer weiß, was in den Monaten nachkommt an Wasser oder auch nicht. Ja. Das war sie schon, unsere zweite Ausgabe des deutsch-französischen Magazins Wir sind Europa, Nous sommes l'Europe, in Zusammenarbeit mit unserem elsässischen Partnersender Alsace Vin aus Straßburg. Merci de nous avoir suivi. Votre émission Nous sommes l'Europe, Wir sind Europa touche à sa fin. Une émission en coproduction avec nos amis de Baden TV à Karlsruhe. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und jetzt müssen wir noch tanken gehen, oder? Oui, il faut qu'on aille prendre de l'essence. Mais on va où? En France ou en Allemagne? In Deutschland, logisch, oder? En France, c'est moins cher. In Deutschland ist es teurer. Ja. Okay, auf nach Frankreich.